Bonsoir. Je pensais revenir avec une vidéo un petit peu léchée, mais voilà, je viens de terminer ce livre, donc Les Enfants du Nouveau Monde d'Assia Djebar, et il m'a tellement plu, il m'a tellement bouleversée que je me suis dit voilà, que ce n'est pas grave, c'est pas grave s'il n'y a pas un très beau montage, c'est pas grave si je prends pas le temps de faire certaines choses. Simplement, je voulais absolument parler de ce livre. J'ai eu la chance avec le lycée où je travaille, du coup le CDI, et le travail des professeurs documentalistes, que je remercie au passage, d'avoir reçu non pas un Assia Djebar dans la collection, dans les fonds du CDI, mais 4 Assia Djebar. Du coup, j'ai décidé de les lire chronologiquement, donc là j'ai terminé celui-ci. Ensuite, je voudrais relire Femmes d'Alger dans leur appartement, que j'ai lu il y a bien trop longtemps et je ne m'en souviens pas. Enfin, pas assez. Ensuite, ce sera Oran Langue Morte. Et pour finir, et si j'arrive à finir, Nulle part dans la maison de mon père. Assia Djebar, c'est un pseudonyme et son vrai nom, du coup, c'est Fatima Zahra Imlain. Et en tant que Fatima Zahra Imlain, elle a écrit une thèse sur l'œuvre d'Assia Djebar. Donc, j'ai vraiment envie de terminer ces œuvres pour pouvoir ensuite lire ce qu'elle dit de ses œuvres. Alors on pourrait penser que c'est un peu mégalomane d'une certaine manière d'écrire, de faire des recherches sur son propre œuvre, mais dans le cas d'Assia Djebar, dans l'histoire dans laquelle elle s'inscrit en tant que femme, en tant que nord-africaine, en tant qu'algérienne élue à l'Académie française, je pense vraiment que c'est plus un document historique et un document qui est nécessaire à comprendre son œuvre, tout comme on pourrait étudier par exemple les carnets d'un auteur, ses lettres, ses correspondances, voilà. Pour en venir aux enfants du Nouveau Monde, je vais d'abord juste raconter un peu ce qui se passe. Donc, le roman a été écrit en 1961, publié en 62, c'est-à-dire qu'il a été écrit avant l'indépendance de l'Algérie. L'intrigue a lieu en 1956, c'est-à-dire 2 ans après le début de la guerre. Voilà. C'est du coup ce contexte d'écriture est déjà en lui-même émouvant puisque Assia Djebar à ce moment-là ne sait pas vraiment comment va se terminer la guerre et surtout elle met en scène des personnages qui sont au tout début d'une guerre qui n'a pas encore, d'une guerre qui est encore à définir, qui est en train de se définir, et ils ne savent pas du tout quand est-ce que ça va se terminer. Dans ce roman, on suit plusieurs personnages. C'est un roman choral puisqu'on a plusieurs points de vue. Chaque chapitre a un personnage central. D'ailleurs, les noms des chapitres sont les noms des personnages. Et puis, dans un seul chapitre, vous passez d'un personnage, d'un point de vue à un autre. Ce qui fait que le rythme est très simplement en montant, en coupant des choses. Je me rends compte aussi qu'en fait, le fait de passer comme ça de scène en scène, de personne en personne, on se rend compte que le peuple est en train de se constituer. C'est comme si jusque-là, tous ces individus fonctionnaient plus ou moins en îlot. D'autant que, d'une certaine manière, le monde des femmes et le monde des hommes semblent vraiment ne pas fonctionner ensemble. Et là, avec la guerre et avec la lutte pour la liberté, on sent que tout se rejoint, quoi. Il y a une sorte d'interconnexion et du coup, le peuple est en train de se former. Il y a aussi, bien sûr, l'idée de l'exil. On le voit, par exemple, incarné par un personnage qui quitte l'Algérie et qui va s'installer en France, qui explique pourquoi, mais aussi de l'exil sur sa propre terre, puisque lorsqu'on est dans un pays colonisé, on est d'une certaine manière exilé. Et le fait aussi de ne pas se reconnaître dans sa communauté est une forme d'exil d'une certaine manière. Donc voilà, ça m'a juste... j'avais envie de le rajouter. Donc vraiment cette idée que le fait de passer d'une personne à l'autre et qu'il y ait des personnes qui se croisent, qui se voient de loin, sans vraiment se connaître, etc.
Vraiment de tisser, de créer une toile. Et c'est aussi le propre du texte. Le texte, c'est ce qui se tisse, c'est ce qui crée des relations. Voilà. Nage d'un point de vue à un autre. Ce qui fait que le rythme est frénétique. On a vraiment plusieurs événements qui sont en plus racontés à travers plusieurs points de vue. J'avais de temps en temps l'impression de lire, de regarder un film. Il y a un côté très cinématographique et puis c'est pas la première fois que je ressens ça en lisant l'œuvre de Djebar. Je l'ai ressenti notamment dans Vaste et la prison où d'ailleurs elle met en scène la réalisation d'un film si je ne me trompe pas. Le côté un peu cinématographique, dramaturgique, on le retrouve même dans la composition du roman puisque vous avez à la première page, tout comme on le ferait pour une pièce de théâtre, la liste des personnages et leurs liens. Voilà. Donc il y a Shrifa, Lila, Salima, Touma, Hakim, Amna, Hassiba, Bachir, Suzanne, Omar, Khalid, Youssef, Jean, Martinez, Saïd, Bob, Toufiq, Rachid, Ali ou Mahmoud. C'est donc ce sont tous, à part Martinez qui est peut-être plus âgé, ce sont tous des jeunes. On suit la jeunesse algérienne de l'époque. C'est vraiment, ce roman, c'est aussi une forme d'ode à la jeunesse, puisque c'est un pays qui est en train, une nation, un peuple en tant que pays jeune qui est en train d'émerger. Et d'ailleurs, c'est un peuple qui est aussi très jeune jusqu'à aujourd'hui. En Algérie, le pourcentage des moins de 30 ans, de moins de 25 ans est assez important. Le côté aussi un peu cinématographique, on le retrouve dans la succession de scènes et de lieux. Il y a énormément de lieux. On passe de l'intérieur d'une maison à la rue, à un café, à la prison. Il y a la prison côté homme et côté femme, à des lieux de torture. Et on a bien sûr la place de la montagne qui était le maquis des résistants et des gens des gens qui partent en guerre contre le colon. Donc il y a une succession de lieux et ce sont à la fois des lieux intimes, des lieux de l'intérieur mais aussi des lieux extérieurs. Et d'un côté on retrouve donc la montagne qui est le signe de la résistance, du fait qu'on soit entré en guerre, et de l'autre côté la ville. Par contre, à aucun moment la ville n'est nommée. On a des éléments comme le fleuve, le bois, des rues, voilà. Mais à aucun moment, on ne sait pas exactement de quelle ville il s'agit. Ça pourrait être n'importe quelle ville d'Algérie, en somme. Et du coup, c'est ce qui participe aussi un peu du côté universel de ce roman. Il s'agit donc d'un roman d'une naissance, donc de la naissance d'un nouveau pays, d'une nouvelle nation. Le roman commence par la mort d'une vieille femme qui est assez anecdotique en soi, mais qu'on pourrait tout à fait voir comme la mort d'une Algérie française qui est en train d'avoir lieu. C'est un roman dont la trame est historique, cependant, et de manière très subtile, l'histoire est délaissée en faveur des détails. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas... En fait, l'histoire se déroule sous nos yeux, l'histoire avec un grand H, mais ce n'est pas par de grandes références. Par exemple, il n'y a aucune mention des différents... que ce soit du FLN, aucune mention politique, aucune mention à quelque chose... auquel on peut vraiment se raccrocher. Mais pourtant, par les détails, par les destins croisés de ces différents personnages, on a l'histoire avec un grand H de la guerre d'Algérie qui du coup se lie tout à fait de manière très évidente. Et on n'a pas besoin de connaître quoi que ce soit à la guerre d'Algérie pour pouvoir comprendre ce qui a lieu. Donc, comme je l'ai dit, le rythme est plutôt saccadé, il est très rapide, mais pourtant, et c'est dans ça que je trouve aussi ce roman
génial au sens strict, c'est le fait que ce soit un roman psychologique. C'est-à-dire que nous suivons vraiment les tiraillements internes, les tiraillements des personnages. Enfin, ça fait avec une très grande intelligence, une très forte complexité et beaucoup de subtilité. C'est vraiment ce que j'ai apprécié dans le roman. On a aussi du coup plusieurs personnages féminins. Donc on peut effectivement dire que d'une certaine manière c'est un roman aussi féministe parce qu'il montre des femmes dans leur intimité, mais il les montre aussi dans leur combat pour la liberté, qu'il soit individuel ou national. On a vraiment les tiraillements des personnages et c'est ça que j'ai vraiment trouvé intéressant. C'est un roman qui interroge l'engagement, qui interroge aussi l'identité, et l'identité tellement ambivalente et tellement ambiguë dans la période, à cette période de l'Algérie. On a par exemple ce passage où Bachir, qui est chez Lila, lui annonce qu'il veut s'engager et Lila se pose la question. Enfin, qu'il veut s'engager, qu'il veut partir au maquis pour lutter pour la libération. Comme ils n'avaient pas sommeil et que plus rien n'était à chercher, ils se mirent à lire de la poésie l'un après l'autre comme des enfants et ceux qu'ils aimaient. Bachir avait une belle voix qui avait déjà mué. Il savait beaucoup de vers de mémoire. Il récita Victor Hugo avec tendresse, Le bateau ivre avec chaleur, puis Éluard, puis Desnos, puis des poèmes que des jeunes avaient écrits en partant au combat et après avoir récité, eux aussi, Rimbaud, Éluard, Desnos, tous les poètes de la liberté. Dans sa chambre, Lila ne possédait qu'un fascicule scolaire usé d'Apollinaire. Elle commença à son tour d'une voix douce. « Ah Dieu, que la guerre est jolie, avec ses fêtes, ses longs loisirs. » Par la fenêtre ouverte, il pouvait apercevoir les fumées de la ferme qui achevaient de se consumer. Donc ici, on a vraiment toute la complexité du rapport aux colons, c'est-à-dire que d'un côté, on lutte contre lui. Alors avec cette ferme par exemple qu'on voit brûler au loin, c'est une ferme d'un colon qui a été donc brûlée par les révolutionnaires. Et de l'autre côté, les textes, les paroles, les mots qu'ont apporté les colons et qui peuplent aussi les rêves et les ambitions de ce peuple qui veut s'en affranchir. Et j'ai trouvé ça vraiment juste parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est ce rapport très ambigu qui existe encore envers le français, qu'on voit soit comme un butin de guerre, comme disait Khatib Yassine, ou comme au contraire la langue du traître qu'il faut absolument bannir. Donc c'est une description de la guerre d'Algérie qui est très nuancée. C'est une description, c'est surtout pour moi une ode à la liberté et une ode qui ne se fonde que sur la volonté du peuple à se libérer, à résister, et non pas une ode pleine de haine. D'ailleurs, la seule réelle haine qu'on retrouve dans ce livre, c'est la haine, c'est soit la haine envers soi-même, de s'être trahi d'une certaine manière, et du coup une haine qu'on va renvoyer, retourner contre sa propre famille, ou encore la haine envers une fille algérienne du coup qui a voulu s'affranchir de sa communauté, qui a fréquenté les Français, qui est sortie avec plusieurs Français et du coup sur qui on a jeté l'opprobre et à qui on réserve un sort cruel, comme on a pu tondre les femmes après l'occupation en France. Le roman est construit en une journée, enfin l'action, l'intrigue se déroule en une journée. Et du coup, on peut penser un peu, surtout avec ce qui arrive en fin de journée, c'est-à-dire toutes ces morts, on pourrait se dire qu'effectivement, il y a une forme de tragédie, quelque chose qui a lieu un peu on retrouve l'unité de temps, etc. Mais ce que j'ai ressenti, c'est qu'il n'y a pas vraiment de fatalité dans cette œuvre. Enfin, je trouve qu'il y a un énorme espoir. Et même quand la jeunesse meurt, il y a vraiment cette idée de renaissance et d'un monde qui renaît
et voilà, d'un monde qui renaît. C'est pour ça que peut-être que Cassia Djibar, en 1961, je ne me rends pas compte et il faudrait que je dise davantage, savait que d'une certaine manière, la fin de la guerre était proche. Et du coup, peut-être qu'il y a cette écriture qui est porteuse d'espoir. Là, il faudrait vérifier. Du coup, j'aimerais juste lire justement ce moment où une mère retrouve sa fille tuée. Tawfiq, qui marche, n'a pas de sommeil, ne sent pas la fatigue, oublie que la nuit finira, que le jour reviendra, que sa mère, forme cassée, à demi sur le sol, veille, les yeux secs. Le corps de Touma pas encore lavé, les yeux secs et une paix dans l'âme, puisque Touma était enfin revenu. On ne lui a rien dit, on n'a pas eu besoin de prononcer devant elle le nom de Tawfiq. Les voisines sont restées debout devant la morte. Elle est devenue une si belle femme, a pensé la vieille mère. Chacune des 4 voisines a déposé devant la couche funèbre de l'encens qu'elles ont brûlé sans rien dire, pas même une bénédiction, pas même une prière. Puis l'une après l'autre, elles ont franchi le seuil, traversé la cour envahie par la pénombre et fait tomber sur elles, sur leurs enfants, sur leur foyer, le rideau de leur chambre. Elle est devenue une si belle femme, a répété la vieille en contemplant sa fille. Elle songe enfin à lui baisser les paupières, elle qui s'est couchée sur la place, qui a traversé la ville entière sur la Jeep de Martinez, qui est rentrée chez elle avec, tout ce temps, les yeux grands ouverts, face au ciel noyé à l'heure du cri des soirs agonisants de mai. La vieille ne pleure pas une larme. Elle se lève, va au fond de la petite pièce où un bahut large de chêne noir est le seul meuble. De ses mains tremblantes, elle sort une clé nouée dans une de ses ceintures de son pantalon. Elle ouvre le coffre et retire de son fond, parmi le linge défraîchi et 1000 fois reprisé, 6 Napoléons cousus l'un près de l'autre en médaillon. Elle reprend ensuite sa place face à sa fille couchée, les pièces qui reposent dans ses mains, telles 6 plaies ouvertes, laissent les rayons de la lune jouer à loisir sur leur or. La vieille somnole, sa tête penche, quelquefois elle ouvre les yeux, regarde longuement Touma allongé sur le seul matelas de la chambre, puis, avant de s'abandonner au sommeil, murmure pour ne pas oublier le lendemain. Depuis ton enfance, cette heure était destinée à ton trousseau de noces. Je te paierai des pleureuses si personne, dans l'amitié du cœur, ne veut pleurer sur toi. Je te paierai des pleureuses. Donc ici, c'est une scène qui est pleine d'émotions, mais Assia Djeba reste vraiment dans la pudeur, encore une fois, et ne tombe pas dans un pathos, ce qui fait que la scène est d'autant plus touchante et pleine de sens. Mais dans ce corps jeune qui meurt, et qui meurt en même temps que la guerre éclate, et plein de significations aussi. J'ai d'abord commencé par dire que la violence se retournait contre les siens. Et effectivement, Touma a été tué par son frère. Et en réalité, ce qu'on voit, et c'est une réelle dénonciation, c'est que ce sont les hommes qui attaquent leur propre famille parce qu'ils considèrent que les femmes souillent leur famille. Donc on a vraiment cette idée de l'honneur qui est complètement, dans ce livre, qui est complètement dénoncée. Et souvent, dans les grandes luttes, on veut oublier le destin des femmes et le sort des femmes. Et par ce livre, Djibar, elle redonne effectivement toute leur importance aux questions féministes. Parce que dans une Algérie qui est en train de se recréer à cette époque, je pense que certes, il y a de l'espoir dans le texte de Assia Djibar, mais je pense aussi que ce qu'on retrouve, c'est cette peur qu'on étouffe sous un joug, sous des principes misogynes et phallocratiques. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'appréhende Assia Djibar, et peut-être par ce livre qui veut raconter cette histoire d'un peuple qui renaît, peut-être veut-elle nous rappeler qu'on ne doit pas... que les questions... que la question des femmes est la question qui est centrale dans une société qui se construit. Parce qu'en fait, toutes les violences qui sont montrées dans ce texte finissent toujours par se répercuter sur une femme
Donc il y a plusieurs exemples, hein. Donc c'est vraiment cette idée qu'à chaque fois qu'une société est en danger, c'est toujours, enfin les femmes seront toujours doublement victimes, et en tant qu'individu de cette société, et en tant que femme, donc en tant que victime collatérale. Donc les enfants du Nouveau Monde, c'est à la fois de l'espoir, mais c'est aussi une sorte de mise en garde. C'est à la fois un roman, mais qui a la force, qui a la sorte de narrativité d'un film. Et c'est à la fois un récit qui est très rapide, mais qui d'un autre côté a de temps en temps une sorte de ralentissement dans lequel on peut du coup... dans lequel on s'arrête en fait sur la psychologie et sur toute la complexité de la conscience. Donc c'est vraiment un portrait, donc c'est vraiment une fresque de l'Algérie, de la jeune Algérie de cette époque, et une fresque qui est faite tout en nuances. Il y a vraiment une recherche de la subtilité et une vraie complexité. Ce que j'ai aimé aussi, c'est le style d'Assia Djebar qui ici est beaucoup plus évident, je trouve, ou du moins beaucoup plus accessible que dans d'autres de ses romans. Et il y a une certaine élégance dans le style, une certaine pudeur aussi, et ça crée du coup un texte très limpide, ce qui permet aux quelques moments de violence ou quelques moments glaçants du livre de ressortir de manière d'autant plus vive. Sur la montagne, tout le jour, la mort a frappé dans la poussière et le saccage. Mais la nuit, dans la ville recueillie, elle a glissé. Elle a choisi ses prises. Une fille sauvage à l'heure du crépuscule, puis, avant le matin et l'éclaboussure du soleil, un jeune homme heureux qui a souri, dernière offrande nocturne, avant que la vie recommence. C'est une révolution qui se fait dans le sang, c'est une révolution qui se fait, c'est une guerre contre soi. Et appris en lisant ce livre, c'est que la libération, elle se fait contre l'autre, contre l'ennemi, contre l'intrus, mais elle se fait aussi contre soi-même. J'ai aussi apprécié dans ce livre de retrouver en germe les composantes de l'écriture d'Assia Djebar, de son univers. On retrouve par exemple le personnage de Lila, qui a un rapport très particulier avec son père. Son père l'a éduqué d'une certaine manière, il l'a éduqué un peu à la française. Et c'est ce qu'on retrouve plusieurs fois dans les écrits d'Assia Djebar. Je pense que je vais les retrouver notamment dans Nulle part dans la maison de mon père. On verra. C'était vraiment appréciable de retrouver des personnages avec une psychologie vraiment complexe, avec des nuances. Et les portraits, par exemple, des Français, de certains Français, comme Suzanne, par exemple, sont des portraits d'autant plus véridiques, véritables, parce qu'ils sont sincères. Et on retrouve cette idée que même si certaines femmes partent à cause du système tel qu'il était, et tel qu'il est toujours, hein, pour certains et pour certaines, malheureusement, c'est que même si on les soumet à certaines règles, à certaines lois, elles ne sont jamais soumises. Et c'est vraiment ce que j'ai apprécié, c'est de voir des femmes qui ne sont pas peintes comme des victimes. Et dans le style d'Assia Djebar aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce côté très évocatoire, où chaque mot est lourd de sens. Parfois, on peut se dire que le trait est un peu forcé. Par exemple, c'est vrai que dans certains dialogues, oui, on va retrouver, ou même des pensées, on va retrouver des phrases qui semblent un peu toutes faites, un peu, vous voyez, comme des sentences, comme des sermons, mais qui pour moi sont aussi parfois, sonnent un peu aussi parfois comme des phrases qu'on peut dire en arabe, en algérien. La langue est souvent... dans la langue, on va souvent retrouver, dans les mots de tous les jours, on va souvent retrouver des expressions qui
si on les traduisait littéralement en français, sonneraient complètement artificielles parce qu'elles sont très métaphoriques. Et c'est ce que je retrouve dans l'écriture d'Assia Djebar et que j'aime beaucoup. Dans Vaste est la prison, je trouve que parfois ça a été un peu plus extrême, un peu plus radical, disons, et que d'une certaine manière, ça se rapproche un peu d'un style un peu durassien. Mais c'est mon ressenti. Je ne sais pas si c'est vraiment vérifiable, mais par exemple, à un moment, on pose la question à Lila, on lui dit, lui dit, mais tu habites là maintenant? Et elle répond, c'est là que je me suis arrêtée. Et du coup, voilà, dans cette phrase qui est lapidaire, qui tombe un peu comme un couperet, on a tout un univers de sens qui découle de ça. Ce n'est plus juste le fait de vivre quelque part, c'est plus globalement le sens de la vie, le sens du chemin, du cheminement qui est derrière ça. Et puis voilà, ça nous évoque énormément de choses. Voilà, ça m'a bien sûr émue aussi en tant que telle. Imaginer ces années-là, imaginer ses grands-parents vivre ces années-là. Et encore une fois, voilà, comment l'histoire avec un grand H s'écrit dans les plus petits détails. Je voulais terminer en lisant un petit passage, si je le retrouve. Rachid continuait, parlait du nombre des ouvriers nord-africains à Paris, du travail d'organisation dont, au début, il avait fallu jeter les bases, des luttes à engager, de la conscience de leur force, de leur grève. Il expliquait, continuait. Lila l'écoutait avec passion, trouvait que l'ancienne image de son père qu'elle se faisait autrefois en idéalisant ses propres rêves avait été pauvre. Une émotion la prenait. Non pas seulement parce que les paroles de Rachid lui étaient une fenêtre ouverte sur un monde nouveau, mais parce qu'elle se mettait alors à désirer. Elle le répétera ensuite souvent à Ali, une vie sans limite qui peu à peu, au fur et à mesure des années, s'élargirait jusqu'à l'infini. Je voudrais atteindre un jour ce point où la réalité est à la fois un champ immense et comme une terre proche, très proche, que je pourrais à tout moment ramasser, faire couler dans mes doigts. Avec quel sentiment s'interrogeait-elle en tentant de préciser son idéal. Elle réfléchissait, cherchait ce qui lui manquait. Avec une très grande attention, car l'attention aux autres doit être la seule passion inépuisable, terminait-elle. Vous voyez, ici, on a l'impression qu'elle cherche ses mots et c'est pas du tout le seul passage où c'est comme ça. On retrouve de temps en temps cet effet dans l'écriture d'Assia Djebar et j'ai trouvé ça... en fait, son roman est très prétentieux au sens le plus neutre, hein, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de prétentions, il est très ambitieux, voilà. Mais par ce genre de phrase où on a l'impression que le sens lui échappe, où on a l'impression qu'elle cherche, qu'elle court après un sens, on retrouve toute une forme de modestie, de la pudeur et quelque chose de très humble qui fait que ça touche et qu'on est pris dans le flot de ces pages. Donc voilà, j'espère que j'ai réussi à rendre compte un peu de ce livre, de cette histoire. C'est vraiment une lecture à la fois très forte, parfois glaçante, et qui permet de mener une réflexion encore plus large. Merci.